Pourquoi la Cour pénale internationale ne peut pas directement sévir ou agir? Que c'est un problème congolo-congolais, c'est une lecture partielle, ok? Parce qu'on sait qui soutient l'M23. Et les Nations Unies l'ont reconnu dans plusieurs rapports. Et d'autres pays ont aussi reconnu que l'M23, disons, reçoit le soutien du Rwanda. Et ce n'est plus un secret. Et donc, si on se limite, si lui fait une lecture partielle en disant que c'est un problème qui concerne les Congolais, alors, pourquoi, si c'était un problème congolais, pourquoi le M23 est soutenu par le Rwanda? Les décisions de la Cour pénale internationale, par exemple la question du Soudan, les déstabilisations dans certains pays, est-ce que leur lecture aussi peut influencer ou impacter? Cette Cour a été créée pour apporter un soutien aux victimes. Et donc ça, c'est une grande innovation au niveau de la Cour pénale internationale. Et je suis optimiste et je crois que les victimes congolaises, à l'est du Congo, de toutes ces victimes qui ont souffert de ces atrocités. Vous avez parlé de 30 ans de crimes aujourd'hui qui se commettent. Je pense que toutes ces victimes ont espoir que demain, les auteurs de leurs crimes pourront répondre devant les juridictions nationales d'abord, si les juridictions nationales ne sont pas en mesure de le faire, mais devant la Cour pénale internationale qui est cette juridiction compétente, permanente, qui a été créée pour connaître de ces crimes-là. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous allons parler de la Cour pénale internationale. Comme vous le savez, ça fait jaser sur les réseaux sociaux, sur les médias, ça fait jaser dans les salons, dans les journaux, ça fait vraiment jaser. La CPI a émis un mandat d'arrêt international contre le président israélien. C'est à cette occasion que nous allons échanger pour comprendre comment la Cour pénale internationale agit. Vous le savez, un mandat d'arrêt international a aussi été émis contre Vladimir Poutine. Est-ce que toute cette procédure mise en œuvre par la Cour pénale internationale aboutit? C'est juste un symbole, c'est symbolique, c'est à ces grandes questions que nous allons répondre à la lumière d'un expert que nous recevons sur notre plateau depuis Bruxelles. Pour ce magazine, nous serons en connexion entre les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas et le Royaume de Belgique à Bruxelles, où nous recevons pour vous le professeur Eugène Bakama Bopé. Il est professeur des universités. Il enseigne à l'Université pédagogique nationale, à l'Université protestante au Congo et à l'école de criminologie de l'Université de Lubumbashi. Il est aussi spécialiste en droit de l'homme, en justice pénale internationale et justice transitionnelle. Il est membre du groupe des experts africains sur la justice pénale internationale et actuellement, il occupe les fonctions de spécialiste de justice transitionnelle à la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Sans plus tarder, je vais saluer notre intervenant de ce jour, le professeur Eugène Bakama Bopé. Professeur Eugène Bakama Bopé, nous vous saluons depuis Bruxelles. Bonjour, Séphorin. Merci beaucoup, Séphorin, de m'avoir invité à ce plateau. Je tiens d'abord à préciser que je parle à mon nom personnel, donc je n'engage pas l'Union africaine. Donc, vous m'avez invité en tant qu'expert, donc je tiens à préciser cela pour ne pas créer de confusion. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Eugène Bopé, nous allons parler d'un sujet qui défraie la chronique. Comme vous le savez, vous suivez l'actualité. Il y a de cela quelques semaines, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien concernant les attaques de l'armée israélienne dans la bande de Gaza afin de combattre le Hamas. C'est la raison pour laquelle nous allons échanger avec vous, vous en tant que praticien du droit international, spécialiste dans les questions de justice transitionnelle, spécialiste dans les questions de droit international, que vous puissiez éclairer notre lanterne. Premièrement, comment allez-vous, professeur Eugène? Merci beaucoup, Séphorin. Merci pour m'avoir invité
sur ces plateaux. Je tiens d'abord à faire une observation. En réalité, la Cour n'a pas encore émis de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien ni contre les dirigeants du Hamas. Il s'agit bien d'une requête qui a été introduite par le procureur de la Cour pénale internationale. Il reste que cette requête doit être encore validée par un panel de juges qui doivent se réunir pour décider si, oui ou non, on peut lancer un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien et contre les 3 dirigeants du Hamas. Nous aimerions comprendre, pour entrer dans le vif du sujet, professeur Eugène, quand on parle de requête, c'est une accusation portée contre un président, un auteur de crimes contre l'humanité, ou bien c'est juste comme un procureur pourrait faire, il dit, j'ouvre un dossier pour instruction concernant tel dossier. Professeur Eugène. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut clarifier une chose. Il y a 2 procédures. Okay? La première procédure, c'est celle qui a été initiée par l'Afrique du Sud, mais devant la Cour internationale de justice pour génocide. Comme vous le savez, la Cour internationale de justice est une juridiction qui juge essentiellement les différends entre États. Okay? Donc, l'Afrique du Sud a attrait devant la Cour internationale de justice Israël pour des prétendus crimes de génocide ou pour un risque de génocide qui est en train de se commettre à Gaza. Maintenant, l'autre procédure, c'est celle qui concerne la Cour pénale internationale. Vous savez, la Cour pénale internationale est une juridiction permanente qui a été créée en 1998 par les États à travers la conférence de Rome. Okay? Maintenant, la Cour pénale internationale dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002, c'est une juridiction, comme je l'ai dit, permanente qui poursuit les individus. Il ne s'agit pas ici des États, il s'agit des individus. Donc, ici, dans le cas d'espèce, Israël, le procureur de la Cour pénale internationale a fait des enquêtes et a estimé qu'il y a un motif raisonnable de croire que des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ont été commis à Gaza. Et étant donné que la Palestine est devenue État partie du statut de Rome, donc le procureur sollicite auprès des juges de la chambre préliminaire un mandat d'arrêt pour lancer un mandat d'arrêt contre les personnes pour lesquelles il estime qu'il y a eu des crimes qui ont été commis. Voilà ce que je voulais donner comme clarification sur ce point. Quelle est la mission principale de la Cour pénale internationale, professeur? La première mission, la mission principale, pour faire court, la mission principale de la CPI est de mettre fin à l'impunité des auteurs de crimes graves et de rendre justice aux victimes. Ça, c'est la mission principale qui a été dévolue à la Cour pénale internationale à Rome quand les États se sont rencontrés pour créer cette juridiction permanente. Et quand vous lisez le préambule du statut de Rome, il est dit ceci dans le paragraphe 5 du préambule, déterminé à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention des nouveaux crimes. Donc, c'est ça l'objectif qui a été confié à la Cour pénale internationale, c'est de mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes graves, concourir à la prévention de nouveaux crimes. Donc, ça, c'est l'objectif qui a été dévolu à la Cour pénale internationale. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre le Royaume de Belgique à Bruxelles et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le professeur Eugène Bakama-Bopé. Il est professeur des universités.
Professeur Eugène, nous sommes en train d'avancer. Qui sont les criminels concernés par la Cour pénale internationale? OK. La Cour pénale internationale, dont le statut est entré en vigueur 1er juillet 2002, poursuit un différent nombre de crimes, de types de crimes. Il y a quatre principaux crimes qui font l'objet de l'action de la Cour. Il y a notamment les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Ce sont les 4 crimes qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale. Pour les crimes d'agression, vous vous souviendrez que les discussions ont commencé à Kampala en 2010 parce qu'il était question de définir ce qu'on entend par les crimes d'agression, et ces crimes est maintenant entré en vigueur à partir de 2017. Ça veut dire que à partir de 2017, s'il y a un crime d'agression qui est commis sur le territoire d'un État qui est État partie, la Cour pénale internationale devient compétente. Comment une affaire est portée devant la Cour pénale internationale? Il y a 3 manières pour porter une affaire devant la Cour pénale internationale. Il y a d'abord ce qu'on appelle le renvoi étatique. Ça veut dire qu'un État parti au statut de Rome, qui a ratifié le statut de Rome et qui considère que des crimes ont été commis sur son territoire, et que sa justice est soit dans l'incapacité matérielle de poursuivre, à ce moment-là, cet État peut demander à la Cour d'intervenir. Symphorien, il est important de rappeler qu'à Rome, il y avait des tendances quand on a créé la Cour pénale internationale. Il y avait d'un côté ceux qui voulaient avoir une justice indépendante, un procureur indépendant, et il y avait de l'autre côté ceux qui étaient souciés de la souveraineté des États. Vous savez que les États sont très jaloux de leur souveraineté. Et le compromis à Rome fit le principe de complémentarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États ont la primauté dans la poursuite des crimes. La Cour est complémentaire des États. La Cour ne peut intervenir que soit si l'État est dans l'incapacité matérielle de poursuivre les crimes, ou soit l'État n'a pas la volonté de poursuivre ces crimes-là. C'est dans ces deux situations-là que la Cour peut maintenant intervenir comme une juridiction complémentaire. Donc, dans les cas d'espèce, je vous ai dit d'abord, c'est le renvoi étatique. Ça veut dire qu'il faut que l'État concerné se dise, OK, ma justice est dans l'incapacité matérielle de poursuivre, alors j'invite le procureur de la Cour pénale internationale à venir enquêter. C'est le cas de l'Ouganda, c'est le cas de ce qui s'est passé aussi au Congo. Vous savez que la République démocratique du Congo avait sollicité l'intervention de la Cour pénale internationale pour que celle-ci puisse venir mener des enquêtes et poursuivre les crimes qui ont été commis sur le territoire congolais. À l'issue de cette enquête, vous savez qu'il y a eu plusieurs citoyens congolais qui ont été poursuivis, notamment Lubanga, notamment Bosco Tanganda et Germain Katanga. Deuxième manière de poursuivre, de saisir la Cour pénale internationale, c'est par le canal du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en tant qu'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité sur le plan international, a aussi cette compétence, ce pouvoir de saisir la Cour pénale internationale pour des faits qui sont commis généralement dans des États qui n'ont pas ratifié le statut de Rome. C'est le cas de ce qui s'est passé au Soudan. Vous vous rappelez qu'en 2005, le cas du Soudan, notamment les crimes au Darfour, ont été soumis devant la Cour pénale internationale. Et donc, il s'agit là du premier cas où le Conseil de sécurité avait saisi la Cour pénale internationale pour des crimes commis sur un territoire d'un État qui n'a pas ratifié le statut de Rome. Maintenant, troisième possibilité de saisine de la Cour pénale internationale, c'est ce qu'on appelle la saisine par le procureur lui-même. En latin, on dit saisine proprio mutu. Ça veut dire que le procureur de la Cour pénale internationale peut solliciter auprès du juge de la Cour l'autorisation d'enquêter et de poursuivre des crimes. C'est ce qu'on appelle saisine
par le procureur de la CPI. Et pour ces cas, il y a eu le cas du Kenya. Vous savez qu'au Kenya, après les violences post-électorales, le procureur de la Cour pénale internationale avait sollicité de l'autorisation pour mener des enquêtes et poursuivre des crimes qui ont été commis au Kenya. C'est aussi le cas du Burundi, aussi le cas de la Côte d'Ivoire et éventuellement les cas aujourd'hui de crimes commis à Gaza parce que le procureur a sollicité auprès des juges l'autorisation de lancer un mandat d'arrêt contre le premier ministre israélien et les 3 dirigeants du Hamas. Donc voilà les 3 modes de saisine de la Cour pénale internationale, donc soit par le renvoi d'un État, soit par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies et enfin par le procureur lui-même à travers la saisine des juges. Professeur Eugène Bakama Bopé, quel rôle joue le procureur général auprès de la Cour pénale internationale? Non, il a un rôle principal d'enquêter. Hein? Il enquête sur les présumés crimes et décide de poursuivre les affaires devant les juges. Ça, c'est son rôle principal. Donc, il a reçu ces mandats-là. Mais en même temps, comme vous le savez, même sur le plan national, il enquête à charge et à décharge. Ça veut dire que quand il enquête, s'il y a aussi, il estime qu'il y a des éléments qui peuvent acquitter la personne ou disculper la personne, il peut aussi enquêter à décharge. Donc, il a ses mandats, comme il joue le rôle d'un procureur sur le plan national. Donc, c'est lui qui décide de l'opportunité aussi des poursuites. Donc, voilà son rôle principal qui est dévolu à travers le statut de Rome. Pourquoi le siège de la Cour pénale internationale se trouve à La Haye et comment on devient membre pour pouvoir y siéger? Qui finance cette Cour pénale internationale parce qu'elle a besoin des moyens? Bon, premièrement, par rapport au siège, le siège, comme vous l'avez dit, se trouve à La Haye. Pourquoi La Haye? C'est parce qu'il y a une histoire derrière La Haye. Aujourd'hui, c'est connu comme la capitale judiciaire mondiale. Donc, c'est parce que La Haye, le Pays-Bas a toujours été ce pays qui a soutenu l'action de la justice pénale internationale. Et donc, c'est pour ça on a choisi le siège à La Haye. Donc, c'est par rapport à l'histoire de La Haye. Vous savez que c'est à La Haye où se trouve aussi la Cour internationale de justice. Et puis, il y a eu certaines juridictions ad hoc qui ont mené leur action à La Haye. Donc, c'est juste par rapport à ça. Maintenant, l'autre question par rapport au financement, la Cour est financée principalement par la contribution des États. Donc, chaque État membre doit contribuer disons, au fonctionnement de la Cour pénale internationale. Et à part les contributions étatiques, il y a ce qu'on appelle les contributions volontaires. Donc, il peut y avoir des contributions volontaires de plusieurs entités pour soutenir l'action de la Cour pénale internationale. Donc, voilà, ce sont vraiment les 2 modes de financement de la Cour pénale internationale. Comment on ratifie? Par exemple, je prends le cas des États-Unis ou d'autres pays. Pourquoi certains pays, leurs ressortissants ne peuvent pas être jugés à la Cour pénale internationale? Oui. Donc, chaque État est libre. Comme vous savez, c'est un traité international qui a créé la Cour pénale internationale. OK? Et les États ne sont pas obligés à ratifier. Donc, il s'agit d'une décision étatique, de souveraineté, hein, de faire partie d'une convention. Comme c'est un traité international, chaque État est libre de s'engager ou pas. Donc, si l'État ratifie, à ce moment-là, l'État accepte la juridiction de la Cour. OK? Dans le cas d'espèce, si vous ratifiez le statut de Rome, ça veut dire que vous acceptez que vos citoyens, parce qu'au niveau de la Cour pénale internationale, la Cour, pour agir, il faut que soit les crimes ont été commis par un national d'un État, ou soit les crimes ont été commis sur le territoire d'un État. Je vous donne, pour clarifier, ça veut dire que si un ressortissant britannique commet un crime en Irak, l'Irak qui n'est pas un État parti, la Cour est compétente parce que les crimes ont été commis par un ressortissant d'un État parti au statut de Rome. Maintenant, si les crimes ont été commis sur le territoire d'un État, en l'occurrence ici l'exemple qu'on peut donner du Congo, si les crimes ont été commis au Congo, et étant donné que le Congo est État parti au statut de Rome, la Cour pénale internationale est aussi compétente. Donc, voilà,
il y a certains États qui ont choisi de ne pas ratifier ces statuts de Rome, mais cependant, si les ressortissants commettent des crimes dans un État qui a ratifié, la Cour est compétente. De partout où vous nous suivez, nous avons l'insigne honneur d'être en connexion entre le Royaume de Belgique à Bruxelles et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le professeur Eugène Bakama Bopé. Il est spécialiste en droit de l'homme, en justice pénale internationale et en justice transitionnelle. Quand vous avez, par exemple, pour le cas de la RDC et du Rwanda, des rapports des Nations Unies qui démontrent, selon ces rapports, que le Rwanda soutient réellement le M23. Pourquoi la Cour pénale internationale ne peut pas directement sévir ou agir dans ce cas de fait? Il faut tergiverser, il faut demander la reconnaissance de la France sur ce qui se passe en RDC, il faut que les États-Unis s'impliquent. Pourquoi elle n'est pas actif directement? Parce que les experts des Nations Unies ne sont pas des experts congolais ou africains, ce sont des experts internationaux qui se sont penchés sur cette question pour démontrer, après des rapports sur rapports, que le Rwanda était derrière le M23. Professeur Eugène. Merci beaucoup. Je vais vous dire clairement, la RDC est un État parti au statut de Rome. OK? Donc, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des crimes graves qui sont commis sur le territoire congolais, notamment avec le M23, et qui est soutenu aujourd'hui, et ce n'est plus un secret des polichinelles, qui est soutenu par le Rwanda. Et cela a été documenté clairement dans plusieurs rapports des Nations Unies. Et donc, le procureur de la Cour pénale internationale est au courant de la situation, et le procureur de la CPI pourra mener une enquête sur le territoire pour évaluer. Parce que, vous savez, ici, il faut avoir des éléments de preuve. Et donc, le procureur va faire sa propre enquête et va recueillir des éléments de preuve. Et c'est sur base de ces éléments de preuve que le procureur de la CPI pourra agir. OK? Maintenant, la justice pénale internationale a son temps. OK? Ça prend du temps. C'est vrai, il y a des victimes qui sont là, qui attendent que justice soit faite. Mais moi, je suis convaincu et je reste convaincu que un jour, il y aura des mandats d'arrêt parce qu'il s'agit de crimes imprescriptibles. OK? Il y aura certainement des mandats d'arrêt qui pourront être lancés pour des crimes qui ont été commis et qui sont encore en train d'être commis à l'est du Congo par le M23 et avec ses soutiens. Ça veut dire que si demain, je parle au conditionnel parce que il faut qu'il y ait des éléments de preuve. Ça veut dire que le procureur va mener son enquête et s'il estime que des crimes relevant de la compétence de la Cour ont été commis à l'est de la RDC, à ce moment-là, il pourra solliciter, comme il l'a fait pour le cas de Gaza, il pourra solliciter auprès des juges des mandats d'arrêt contre les auteurs de ces crimes-là. Ces auteurs-là peuvent être des dirigeants du M23 ou ça peut être aussi des dirigeants du Rwanda qui soutiennent aujourd'hui le M23. Donc, pour moi, je reste optimiste et je sais que le temps de la justice est un temps qui est lent,
mais ça arrivera toujours. Et donc, demain, étant donné que ces crimes sont des crimes imprescriptibles, je pense que les auteurs de ces crimes pourront faire l'objet des poursuites au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, je reste optimiste quant à la capacité de la Cour de poursuivre les auteurs de ces crimes-là. Mais il faut savoir que il y a des conditions. La première condition, comme je vous ai dit, c'est le principe de complémentarité. La Cour est complémentaire des juridictions nationales. Ça veut dire que si les juridictions congolaises n'ont pas la capacité de poursuivre, la Cour peut intervenir comme étant juridiction complémentaire. Maintenant, si des crimes sont commis à l'est du Congo et que la justice congolaise estime qu'elle peut poursuivre ces crimes-là, là, à ce moment-là, la Cour pénale internationale ne pourra pas intervenir. La Cour intervient que si l'État n'a pas la capacité et deuxièmement, si l'État n'a pas la volonté de poursuivre les crimes, à ce moment-là, la Cour pénale internationale intervient pour supplier la carence de l'État en question. Est-ce que la Cour pénale internationale ne peut pas aussi être influencée au gré de la diplomatie internationale? Je vais vous donner deux cas. Le premier cas, cette espèce un peu de conscience sur la morale de la communauté internationale de ne pas avoir assisté le Rwanda à l'époque du génocide, manque d'intervention internationale. Deuxième cas, vous avez par exemple des présidents qui ont du mal à reconnaître l'implication du Rwanda. Est-ce que cela aussi ne dirige pas, n'influe pas sur certaines décisions que la Cour pénale internationale peut prendre? Par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, ici, le procureur de la Cour pénale internationale aujourd'hui, l'actuel procureur, a démontré qu'il est un procureur indépendant. Parce qu'il vous souviendra qu'on a souvent critiqué la Cour pénale internationale comme étant une juridiction qui ne poursuit que les Africains et qui ne poursuit que des petits poissons. Aujourd'hui, avec les poursuites à l'encontre du président Poutine et récemment, la requête qui a été introduite pour poursuivre le premier ministre israélien, on montre que la Cour a aussi des dents. La Cour peut poursuivre les puissants. Et donc, c'est un changement aujourd'hui sur le plan international parce qu'on a toujours considéré que c'était une juridiction à l'encontre des Africains. Mais aujourd'hui, on voit que la Cour a la possibilité de poursuivre les puissants. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas ici de dire que la Cour va peut-être aménager des auteurs. Non, je pense que le procureur est indépendant. Il a sa propre politique pénale. Il a peut-être son calendrier. Il sait quand est-ce qu'il va agir, quand est-ce qu'il ne doit pas agir. Donc, pour l'instant, moi, je reste optimiste quant à la capacité de la Cour pénale internationale, qui, du reste, avait déjà connu des crimes à l'est du Congo et qui reste encore compétente pour poursuivre les crimes à l'est. Je reste optimiste dans la capacité de poursuivre les auteurs des crimes du M23 et je sais que le jour viendra où des mandats d'arrêt seront lancés contre les auteurs de ces crimes du M23 et aussi leur soutien. Lorsque vous suivez la sortie médiatique du président William Ruto du Kenya, qui participe aussi dans des pourparlers de trouver des solutions quant à la crise à l'est de la RDC, dans des médias internationaux, que c'est le gouvernement congolais ou le président congolais qui a un problème dans la résolution de cette crise avec le M23. Est-ce que vous pensez que ça ne diminue pas aussi l'influence de pouvoir trouver une solution adéquate à la crise à l'est de la RDC? Moi, je pense clairement, Séphorin, d'abord, il est responsable de ses propres paroles. Je pense que c'est une lecture partielle du problème. Ça veut dire que il a peut-être démontré l'insuffisance du contexte, de la dynamique du conflit à l'est du Congo. Hein? Parce que tout le monde sait aujourd'hui qui soutient le M23. Parce que le fait de dire que c'est un problème congolo-congolais, c'est une lecture partielle. Okay? Parce qu'on sait qui soutient le M23. Et les Nations Unies l'ont reconnu dans plusieurs rapports. Et d'autres pays ont aussi reconnu que le M23, disons, reçoit le soutien du Rwanda et ce n'est plus un secret. Et donc, si on se limite, si lui fait une lecture partielle en disant que c'est un problème qui concerne les Congolais, alors pourquoi, si c'était un problème congolais, pourquoi le M23 est soutenu par le Rwanda? Si c'était un problème congolais, alors le Rwanda ne devrait pas s'ingérer
dans un problème qui concerne un État. Donc, je pense qu'il a fait une lecture partielle et qui démontre notamment le manque d'informations sur la dynamique du conflit à l'est du Congo. Et ce n'est pas la première fois que le M23 reçoit le soutien du Rwanda, et ça, on le sait. Et le Rwanda a soutenu déjà le M23 dans le passé, et il revient encore avec son soutien. Donc, je pense que c'est des propos qui n'engagent que lui. Malheureusement, ça démontre qu'il n'a pas une bonne connaissance de la dynamique du conflit à l'est du Congo. Hélas, c'est dommage, mais je pense que certainement, il doit se rendre compte qu'aujourd'hui, la communauté internationale est éclairée par rapport à ce qui se passe au Congo. On sait bien que sans le Rwanda, le M23 n'aura peut-être pas cette capacité de nuisance qu'il a aujourd'hui à l'est du Congo. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces propos-là. Professeur Eugène, est-ce que certaines lectures des structures régionales en Afrique a aussi cet impact sur les décisions de la Cour pénale internationale? Par exemple, la question du Soudan, les déstabilisations dans certains pays. Est-ce que leur lecture aussi peut influencer ou impacter? Non, je ne pense pas. Je vous ai dit que le procureur est indépendant. Et à Rome, on a, même quand vous lisez le statut de Rome, le statut de Rome est clair là-dessus. Ça veut dire que les procureurs n'agissent que par rapport au droit. Okay? Cependant, on ne peut pas aussi ignorer le fait que la Cour fonctionne dans un environnement politique. Ça veut dire que la Cour, le procureur peut aussi, pour donner peut-être chance à la paix, différer ses poursuites, okay? Pour donner la chance à la paix. Mais il a son agenda. L'agenda de la justice est différent de l'agenda des négociateurs de paix. Donc, le procureur n'agit que par rapport aux éléments qu'il a. S'il estime que j'ai des éléments de preuve pouvant me permettre que M. XY a commis des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour, le procureur doit agir. Okay? Aujourd'hui, on est en train de critiquer le procureur en disant qu'il a lancé, le fait d'avoir lancé des mandats parallèles contre les dirigeants du Hamas et contre les dirigeants israéliens. Moi, je rappelle que s'il ne l'avait pas fait, on allait critiquer le procureur. Imaginez que le procureur de la CPI avait lancé des mandats uniquement contre les dirigeants israéliens sans lancer des mandats contre les dirigeants du Hamas. Vous pouvez voir les critiques qui allaient sortir de là. On allait dire qu'on a ignoré les crimes ignobles commis par les Hamas contre les citoyens israéliens. Imaginez aussi que dans l'autre sens, qu'on avait lancé uniquement des mandats, ou plutôt le procureur avait sollicité des juges des mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas en ignorant tous les crimes que les dirigeants d'Israël sont en train de commettre aujourd'hui dans la bande de Gaza. Donc, vous comprenez que c'est au procureur de décider, sur base des éléments de preuve qu'il détient, s'il estime que, voilà, je vais lancer des mandats d'arrêt actuellement, il pourra le faire. Je vous ai dit que je pourrais peut-être aussi renchérir parce que l'approche séquentielle que les autres procureurs ont utilisée dans le temps, je vais vous donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu un conflit entre deux camps, ok? Mais à l'époque, le procureur Moreno de l'époque avait choisi de ne poursuivre que les crimes du camp de Laurent Gbagbo. Et cela, il a fait l'objet de critiques. Maintenant, si à l'époque, il avait lancé le mandat d'arrêt contre le camp de Gbagbo et contre le camp de Ouattara, il n'y aurait pas eu de critiques. Donc, c'est pour dire que pour moi, j'estime que le procureur Karim Khan a pris la bonne décision sur base des éléments qu'il estime étant des éléments de preuve probants plutôt, pour poursuivre les deux camps, notamment les crimes commis par les Hamas et aussi les crimes commis par les dirigeants israéliens. On peut regretter le fait qu'il aurait dû aussi solliciter un mandat d'arrêt contre le chef d'état-major de l'armée israélienne, ce qui n'a pas été le cas. Il a juste poursuivi, sollicité des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien et contre le ministre de la Défense, alors que toutes ces opérations-là ont été mises en œuvre par le chef d'état-major de l'armée israélienne. Voilà. C'est déjà la dernière ligne droite de nos échanges depuis le royaume de
Belgique à Bruxelles et les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas, où nous recevons pour vous le professeur Eugène Bakama Bopé. Il est professeur des universités, il enseigne à l'Université pédagogique nationale, à l'Université protestante au Congo et à l'école de criminologie de l'Université de Lubumbashi. Il est spécialiste en droit de l'homme, en justice pénale internationale et justice transitionnelle. Il est membre du groupe des experts africains sur la justice pénale internationale et actuellement, il occupe les fonctions de spécialiste de justice transitionnelle à la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Professeur, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce programme? Comment les Africains peuvent s'imprégner de la démarche de la Cour pénale internationale? Comment les Africains peuvent faire entendre leur voix que les conflits armés, les crimes contre l'humanité commis en Afrique puissent trouver gain de cause dans la réparation, dans l'application du vrai droit afin de restaurer l'honneur et la dignité des victimes qui souffrent, par exemple, à l'est de la RDC. 30 ans de déstabilisation, les voix de ces innocents doivent être entendues. Non, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que la Cour est en train de redorer son image, ok? Vous savez que la Cour a été longuement critiquée. Je ne veux pas revenir sur ça. Vous connaissez la plupart des critiques, le fait de se focaliser sur le continent africain, même si il faut reconnaître la réalité. L'Afrique n'avait pas le monopole des crimes parce qu'il y avait d'autres crimes sur d'autres cieux qui étaient en train de se commettre. Malheureusement, le procureur de l'époque se sont focalisés beaucoup plus sur le continent africain que de poursuivre aussi des auteurs de crimes graves dans d'autres coins du monde. Aujourd'hui, il faut se féliciter d'avoir du fait qu'on a un procureur qui a le courage. Okay? C'est vrai qu'il reste encore la question de l'exécution de mandat, hein, qui est aussi une question difficile, mais sur le plan symbolique, on voit qu'aujourd'hui, la Cour a la capacité de poursuivre tout le monde. Et le procureur de la Cour pénale internationale a montré qu'il a le courage, malgré les menaces. Vous savez qu'il a été aussi menacé notamment par les sénateurs américains du fait que si vous poursuivez notre allié, nous allons prendre des mesures contre vous. Malgré toutes ces menaces, il a eu le courage de solliciter un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Et aussi, nous avons longtemps critiqué la Cour du fait qu'on ne poursuivait que des Africains, mais aujourd'hui, il a le courage de poursuivre les dirigeants occidentaux. Du reste, démocratiquement élus, comme en Israël. Et ça, c'est une première. Aussi, il faut rappeler aussi, ces forains, que la Cour pénale internationale donne la place aux victimes. Okay? Contrairement aux autres tribunaux pénaux internationaux comme l'ex-Yougoslavie, comme au Rwanda, où
la victime était considérée comme étant juste un témoin, mais au niveau de la Cour pénale internationale, la victime a sa place. Et cette cour a été créée pour apporter un soutien aux victimes. Et donc, ça, c'est une grande innovation au niveau de la Cour pénale internationale. Et je suis optimiste et je crois que les victimes congolaises, à l'est du Congo, de toutes ces victimes qui ont souffert de ces atrocités, vous avez parlé de 30 ans de crimes aujourd'hui qui se commettent, je pense que toutes ces victimes ont espoir que demain, les auteurs de leurs crimes pourront répondre devant les juridictions nationales d'abord, si les juridictions nationales ne sont pas en mesure de le faire, mais devant la Cour pénale internationale qui est cette juridiction compétente, permanente qui a été créée pour connaître de ces crimes-là. Donc moi, je reste optimiste dans ce sens-là et j'estime que les victimes congolaises, parce que ce sont des crimes imprescriptibles, ça veut dire que vous commettez ces crimes aujourd'hui, vous pouvez y répondre à moins que vous puissiez disparaître de cette planète, mais ces crimes restent imprescriptibles et donc les victimes pourront obtenir justice tôt ou tard quand le temps donnera la possibilité. Je pense que donc, les auteurs de ces crimes pourront répondre de leurs actes. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Professeur Eugène Baka-Mabopé, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation depuis les États-Unis d'Amérique dans l'État du Texas. Merci beaucoup, Séphorin, de m'avoir invité à ce plateau. Je tiens d'abord à préciser que je parle à mon nom personnel, donc je n'engage pas l'Union africaine. Donc, vous m'avez invité en tant qu'expert, donc je tiens à préciser cela pour ne pas créer de confusion. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous le professeur Eugène Baka-Mabopé. Il est professeur des universités, il enseigne à l'Université pédagogique nationale, à l'Université protestante au Congo, à l'École de criminologie de l'Université de Lubumbashi. Il est spécialiste en droit de l'homme, en justice pénale internationale et justice transitionnelle. Il est membre du groupe d'experts africains sur la justice pénale internationale. Et actuellement, il occupe les postes de spécialiste de justice transitionnelle à la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. De partout où vous nous avez suivis, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.